Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier Jacques Matteux pour ses mots plus que sympathiques et gentils et valorisants à l'encontre de notre entreprise. Je vais vous parler donc d'une partie du corps. Cette partie, c'est le visage. Et plus particulièrement, on n'y pense pas forcément tout le temps, mais au rapport entre le visage et son intériorité, l'être qui habite le corps. Pour cela, je vais quand même dire quelques mots sur le studio Harcourt parce que tout le monde ne le connaît pas. Et on pense parfois que c'est une marque abstraite, que c'est une marque qui flotte dans les airs et qui se nourrit de glamour, de célébrité. Derrière, il y a un vrai travail, il y a un vrai artisanat, un vrai art qui est exercé. Et je voudrais en parler à travers le visage. Le studio est donc Studio Harcourt, il est créé en 1934. Et il est avant tout un studio de portrait tel qu'il en a beaucoup existé entre deux guerres et après-guerre. Il y en avait une cinquantaine à peu près de très connus. Cette pratique s'est un peu perdue, la pratique du studio, et nous sommes les seuls survivants de cet art important du studio. Donc, notre style est très différent et très différent, par exemple, de la photo de mode. La photo de mode qui éclaire très fort, qui permet de mettre en valeur essentiellement justement le corps et pas forcément le visage, donc ça s'éclaire très fort, ça met en valeur les vêtements et le corps. Et également, nous sommes très très différents et nous n'avons rien à voir d'ailleurs avec le photoreportage, si présent, presque envahissant d'ailleurs, qui est très présent dans nos vies et qui veut surprendre son sujet, capturer une scène, arrêter un contexte. Le portrait signé Harcourt ne piège au contraire personne. Il ne vole pas, il capte. Et ce qu'il perd en surprise de naturel par l'abandon de la traque, il le compense par la construction et la révélation d'une grâce. Et c'est la grâce qui se tapit au fond de chacun de nous. Et c'est bien l'image de cet éclat qu'exigent tous ceux qui nous confient leur image et qui viennent sur nos plateaux. Notre philosophie, c'est donc éterniser l'éphémère en révélant la beauté intime, et cette beauté intime que chaque individu recèle. C'est cela magnifier notre sujet. Le portrait Harcourt est une idéalisation épurée du modèle. Notre ambition artistique est résumée par une phrase de l'un de nos fondateurs, Jacques Lacroix, qui s'adressait ainsi aux photographes. Il disait « Je souhaite que vous photographiez la personne que vous avez en face de vous comme jamais elle n'a été photographiée et comme elle ne pourra jamais l'être, sauf à revenir au studio. » Donc ça met la barre assez haut et nous nous efforçons tous les jours d'être à ce niveau-là. Les techniques photographiques ont certes évolué, mais l'esprit Harcourt demeure. La recherche de la perfection est toujours présente et on espère qu'il y a une magie de ce style qui opère. La lumière, c'est notre matière première, notre instrument de prédilection. Nous utilisons une lumière continue qui est celle des projecteurs de cinéma, et ceci depuis plus de 80 ans. Nous sommes des artistes et artisans, mais en fait de burin, de ciseaux ou de marteau, nos photographes ne disposent que de la lumière. Une lumière qui se montre parfois avare de ses charmes et dont la maîtrise est toujours un apprentissage long et austère. En cela, nous sommes fidèles à l'étymologie grecque du mot photographie, écriture de lumière, écriture de la lumière. L'art de la lumière, le sens du cadrage et la mise en scène du sujet, c'est cela qui constitue la trilogie du style Harcourt, qui est héritier d'une longue lignée de photographes formés à l'art du portrait. L'artiste photographe sculpte son sujet dans la lumière. Dans un silence quasi religieux, il scrute le visage pour en cerner le mystère et en capter l'essence, pour en révéler la présence de l'être, et lorsque le secret d'un esprit apparaît derrière un modelé, donner au portrait une vie qui lui est propre. Dans ce studio, ni flash, ni prise de vue en rafale, mais un travail en détail de chaque cliché, dont le but est de magnifier. Chez nous, il n'y a pas de photographe star.
mais en collectif. Derrière la griffe, il n'y a pas un photographe en particulier, mais tout un studio. Notre équipe compte une dizaine d'artistes photographes, ainsi que des assistants lumière qui interviennent à tour de rôle. C'est une école de discipline et d'humilité, et ceci essentiellement parce que la signature de chacun sera toujours effacée par la griffe Harcourt. Donc nos photographes, certes, photographieront des gens célèbres, mais n'apparaîtront eux-mêmes jamais. Ici, les égaux autres que ceux de nos modèles ne sont pas de mise. Le studio puise son inspiration aux racines du cinéma des temps héroïques, entre mystère et glamour. Cependant, nous photographions les stars du monde entier. Nous les appelons les héros de notre temps. Les héros de notre temps, ce sont des personnes qui marquent et façonnent une époque, qui portent la grandeur et la modernité de leur temps, quelle que soit leur discipline. Ils peuvent être acteurs, chirurgiens, médecins, chanteurs, musiciens, hommes politiques, chefs d'entreprise, écrivains, peintres, prix Nobel, avocats, etc. Nous sommes les conservateurs de ces visages célèbres. En franchissant les portes du studio, ils cherchent peut-être à dépasser leur contexte, le contexte de leur temps, et à s'inscrire dans un espace, une galerie formant le patrimoine des visages de l'humanité depuis le début du siècle. Ils ont le même désir, tout milieu confondu, en s'adressant au studio Harcourt, de laisser transparaître autre chose que ce qu'ils donnent à voir au public. Mais les vrais héros du studio Harcourt, c'est sa clientèle privée, des personnes comme vous et moi. En effet, il n'est pas besoin d'être une sommité ni un people apprécié, sinon adulé, pour accéder à cette espèce de sacralité que confère le portrait Harcourt. Brigitte Bardot, Alain Delon, John Malkovich n'ont pas le monopole des cinéastes du studio. Ils ne sont pas les seuls à pouvoir s'inscrire dans cette galerie. Et c'est par la grâce de la lumière, par sa force, qu'un anonyme peut briller du même éclat que la plus photogénique des célébrités. C'est la même équipe qui sera au service du particulier, le même photographe, la même maquilleuse que celles qui ont photographié Marion Cotillard, Keanu Reeves ou la célèbre Fan Bingbing chinoise. Aujourd'hui, la demande d'une clientèle privée et célèbre montre la constance d'un rêve dans nos sociétés, laisser une empreinte magnifiée de soi. Et ceci est un désir universel. Chinois, Russes, Japonais, Américains, nous avons tous envie de laisser une belle image de nous ou des êtres que l'on aime. Le portrait est un art à part entière. Il peut absorber le peintre toute sa vie, comme témoigne le travail d'un Rembrandt, d'un Goya, d'un Matisse. Il peut laisser voir beaucoup. Ainsi, la folie ou la consanguinité qui afflige les membres d'une famille royale chez Goya ou Velázquez. Il peut aussi témoigner de la maturation, de l'évolution d'une personnalité à travers le portrait photographique. Et par exemple, c'est parfait, je peux vous prendre un exemple en ce qui concerne la photo de Jean Reno. Vous voyez que ces deux photos sont séparées par un peu plus de 10 ans. On voit à gauche la première photo, on est à l'époque de Nikita, Léon. On voit d'ailleurs la cicatrice qui est restée là, le cigare, une certaine virilité dans ce portrait, une chemise un peu déstructurée. Donc nous sommes dans cette période un peu début des années 90 et on voit 10-15 ans plus tard une personne qui est un peu différente. Elle a une chemise très raffinée et de bonne coupe. On voit des lunettes arties et branchées, un regard déjà plus profond et transparaît donc à travers ces 10-15 ans une forme de maturité. L'homme s'est complexifié, l'homme s'est cultivé, il a changé. Ça apparaît sur le portrait. Derrière, la suite, on peut voir d'autres portraits. Vous pourrez voir par vous-même pour Yvan Attal. Et les suivants sont encore plus... Alors, Dominique Blanc est encore plus évident. Alors, Vincent Pérez également. Ces portraits racontent une histoire. Et en ce qui concerne Catherine Deneuve, l'histoire, c'est l'histoire de sa vie à travers 3 portraits. Alors, si la photographie a pris le relais du portrait pictural,
Il s'agit pour nous photographes, Il s'agit pour nous photographes, tout comme les peintres, de reproduire un modèle au-delà de la simple reproduction de ses apparences. Le portrait doit avoir une force transfigurative et une puissance de révélation d'une intériorité essentielle située au-delà de l'apparence corporelle. Si nous avons une légitimité certaine dans la connaissance des visages, car elle est nécessaire à l'élaboration d'une belle mise en lumière, le modèle esthétique Harcourt appelle une remarque. Et c'est le moment de parler un peu de l'iconographie Harcourt, parce que notre regard n'est pas forcément celui qui traduit le plus l'intériorité. Je vous explique pourquoi. C'est en fait, actuellement, les stars planétaires, ce sont de simples mortels. Ils sont parfois cocaïnomanes, adultères, parfois analphabètes. Enfin, vous voyez tout ça à travers les différents médias. À l'époque, dans les années 30, ce n'était pas cela. L'acteur de cinéma, c'était un dieu. C'était un artiste au sommet de sa gloire qui accédait au rang de divinité. Il n'était pas comme nous, humains, agité de contradictions internes. Il n'était pas traversé, les dieux ne sont pas traversés par des expressions, ce qui a donné cette iconographie Harcourt un peu particulière. C'est-à-dire que nos modèles sont photographiés sans ces expressions du visage, le regard est perdu dans le vide. Ce sont des dieux. Ça, c'est l'iconographie classique. Alors effectivement, nous affranchissons maintenant un peu de ces choses-là pour faire apparaître justement l'être qui est derrière le visage. Si nous considérons maintenant le visage en tant qu'entité corporelle, comme le verbe, le corps est expression, interprète de la pensée, langage naturel de l'intimité d'une personne. L'homme se divise en deux. Il est tout à la fois visible et invisible, homme intérieur et homme extérieur. Mais il existe un lien entre l'intériorité cachée de l'homme et son extériorité manifeste, l'apparence, et qui se donne à lire sur son visage. Les mouvements des passions habitent l'homme intérieur. Il se marque à la surface du corps et montre manifestement les choses qui sont en lui par des signes extérieurs. Le visage est le lieu à la fois intime et le plus extérieur du sujet. Celui qui traduit le plus directement et de la façon la plus complexe l'intériorité psychologique est celui aussi sur lequel pèsent les plus fortes contraintes sociales. Le visage est une nudité habillée d'expression. Tantôt sourire, tantôt grimace, il donne à voir ce que l'individu éprouve de l'intérieur. Sa position privilégiée en fait le lieu où se concentrent les expressions corporelles les plus explicites, notamment celles liées aux relations intersubjectives. Il expose et il s'expose. En cela, le visage révèle un hôte vulnérable. Il le protège et il le trahit aussi. Par le visage, c'est l'individu qui s'exprime. Il y a dans le visage une sorte d'éloquence silencieuse. Les yeux sont l'âme du visage. On les appelle encore les portes de l'âme. Alors, c'est une citation, mais j'ai oublié de qui. Les portes de l'âme parce que par les yeux, elle se fait voir au dehors. On dit aussi que c'est le miroir de l'âme. Le regard est l'endroit où transparaît l'homme intérieur. C'est à partir de lui que l'on peut procéder au déchiffrement de l'intime. Les yeux sont signes d'un échange, expression extérieure d'un partage. C'est avant tout les visages que l'on scrute, le regard qu'on cherche à saisir pour déchiffrer l'individu. Il s'agit bien ici et là de relever, par un exercice systématique du regard, des indices affleurant à la surface du corps. L'observation du visage, c'est l'art du dévoilement de l'autre. Le visage est un centre par rapport au corps par son expressivité. Il est prépondérant sur tout le reste. Le visage et plus généralement la tête sont la demeure de l'âme. Cette dernière y réside comme dans une citadelle, un lieu élevé d'où elle domine le reste du corps. En quête des codes secrets du visage, de l'Antiquité à Disney, la fascination pour les expressions imprimées dans nos traits s'étend à toutes les sphères d'activité, de la sécurité à la publicité.
Boris Cyrulnik nous rappelle que le visage, bien avant l'intervention de la parole articulée, aura été le lieu de notre corps où, par le jeu complexe du regard, du sourire, du mouvement des lèvres et de 1000 infimes mimiques, au long d'un patient et mystérieux échange avec l'autre, s'est constitué ce qu'il faut bien appeler un langage premier et dernier des miracles humains, puisque c'est lui qui a développé l'espèce humaine qui a stagné pendant 75 millions d'années. À l'heure actuelle, les médias et Internet infusent plutôt une dictature de l'émotion dont les assujettis se sentent contraints de témoigner d'une façon ou d'une autre sur le visage. Mais dans la société civile, à travers les liens sociaux que tisse l'échange des regards, on persiste à juger sur la mine. Juger sur ses apparences, l'individu l'est en fait sur son intériorité, car son caractère se lit sur son visage. Ses apparences sont des expressions directes du moi profond. L'homme peut donc craindre de montrer son intimité psychique tout entière. Alors, sachant qu'elle se réfugie dans les regards, il peut en voiler le mouvement expressif. Mais une maîtrise absolue du visage est impossible. Il y a dans l'organisme quelque chose qui échappe à l'empire de la volonté. Le visage est invariablement saisi d'éclairs de mouvements intérieurs, dans une instantanéité que l'on ne saurait encore nommer, mais que déjà on repère. Il s'agit des micro-expressions qui trahiraient à coup sûr, pour ceux qui peuvent les percevoir, nos véritables pensées ou émotions secrètes, mensonges, amour, haine, etc. Il semble que de ce point de vue, la série télévisée Lie to Me soit basée sur une réalité scientifique. Au passage, nous pouvons remarquer que certaines émotions sont universelles. Paul Ekman fut l'un des pionniers dans l'étude des émotions dans leur relation aux expressions faciales. Ainsi, il en a recensé 7, le dégoût, la colère, la peur, le mépris, la tristesse, la surprise et la joie. Ces 7 expressions se traduisent, il y en a d'autres, mais ces 7 expressions en particulier se traduisent de façon universelle et peuvent être universellement repérées sur un visage. Il y a des histoires qui pourraient être racontées dans un roman, là où les pensées sont exacerbées et où l'intériorité d'un personnage peut être décrite par des mots, car la littérature est l'art des pensées. Un simple événement peut être à l'origine de nombreuses pages de description, de souvenirs, de sentiments. Au contraire, un appareil photo ou une caméra n'est capable que de filmer objectivement un événement et les pensées des personnages restent cachées dans leur enveloppe corporelle, de sorte qu'il ne soit possible de comprendre leur intimité qu'en analysant leur comportement, leurs paroles, les expressions de leur visage. En photographie comme au cinéma, toute intériorité est saisie dans une pure apparence. Toute apparence donne aussi à saisir une intériorité. Les expressions de visage se succèdent, on sent les pensées s'entremêler, on sent le doute, la joie, la mélancolie, et cette sensation de voir tous les tourments d'un être contenus sur les expressions d'un visage. Les visages sont saisis par la caméra comme par un microscope qui nous dévoile toute la nature d'un être à partir de si infimes variations du paraître. Seul le cinéma ou la photographie, art de surface, où l'intérieur est à l'extérieur et où un visage peut prendre autant de place sur l'écran que le prenait un paysage une seconde avant, est capable de nous donner cette sensation-là. Vu en gros plan, rien sur un visage ne nous échappe. Il nous dévoile l'intériorité par l'apparence. Le souci de notre propre apparence nous empêche de nous abandonner complètement à l'exercice d'observation. Et ce souci, la photographie comme le cinéma, nous l'épargne et accomplissent le fantasme du voyeurisme et nous placent dans la situation la plus confortable d'intrusion et d'observation. En conclusion, je dirais que la prolifération d'images du réel, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, télévision, publicité, en font des images banales et vides de sens, dont tout le potentiel magique métaphysique, au-delà de la physique, est évincé. Elles deviennent si envahissantes qu'on finit par négliger les plus importantes et originelles, celles qui relèvent de l'art. L'explosion du numérique et l'inflation d'images reproductibles à l'infini, d'images virtuelles, souvent
ne rendent que plus précieuse l'image unique, l'icône inimitable élaborée par les artistes, qu'ils soient photographes ou peintres. Dans un monde complexe et en profonde mutation, à l'heure du numérique et du virtuel, il faut s'attacher à l'essentiel. De l'essentiel au spirituel, il n'y a qu'un pas. Et je ne connais pas de meilleur passeur que la volonté. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour, j'aurais des tas de questions à vous poser, aussi des questions techniques, comme par exemple l'usage de Photoshop dans votre pratique aujourd'hui. Je ne sais pas si ça intervient. Alors, je vous laisse peut-être répondre à ça. Alors effectivement, nous utilisons Photoshop sans aucune culpabilité. Je vous explique pourquoi. D'abord, auparavant, du temps de l'argentique, il faut quand même savoir que nous, comme les autres photographes, nous retouchions à la fois le négatif et le tirage. C'était une retouche pinceau qui équivalait à ce que nous faisons actuellement avec Photoshop de manière effectivement un peu plus simple. Il faut savoir également que les peintres de la Renaissance, lorsqu'ils photographiaient leurs mécènes et lorsqu'ils peignaient leurs mécènes et leurs protecteurs, omettaient les disgrâces, les verrues, les rougeurs et toutes ces choses-là. Donc la retouche de tout temps en matière de portrait a été pratiquée depuis la peinture jusqu'à nous. Et maintenant, effectivement, c'est devenu un peu plus simple avec Photoshop. Cependant, en ce qui nous concerne, nous ne procédons à aucun montage et ça reste normalement... Nous essayons, lors de la prise de vue, pour nous d'ailleurs, parce que ça simplifie le processus, d'élaborer une photo qui demande le moins possible de retouches. Cependant, nous l'utilisons. Une autre question, c'est j'ai vu dans le Vaucluse à Visan une exposition de costumes qui était illustrée aussi de photos de votre studio. Il y en avait vraiment énormément. Et en bas de l'exposition, il y avait un petit photomaton que je pense que vous avez créé, un photomaton à Harcourt. Est-ce que vous pourriez me le confirmer? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé? Oui, alors ce n'est pas un photomaton qui est une marque déposée, c'est une cabine studio. Donc ça, c'est pour les éléments de langage. Cependant, dans la réalité, vous avez raison. Lorsque nous avons repris cet établissement il y a un peu plus de 10 ans, nous avons constaté que la notoriété du studio Harcourt était peut-être grande auprès des cinquantenaires et plus, et un peu défaillante auprès des jeunes. Nous avons donc décidé de nous adresser à un public un peu plus jeune à travers cette cabine studio qui reproduit de manière très sommaire notre process. Par exemple, si vous voyez cette cabine, il n'y a pas de flash. C'est un éclairage continu, comme je le disais tout à l'heure, qui vous éclaire. Et ensuite, vous avez le choix entre 4 photos, un peu comme au studio où on a le choix entre beaucoup plus de photos, mais on a reproduit ce petit process qui existe au studio. Et ça n'est évidemment pas une photo Harcourt, elle est signée H, qui est une déclinaison de plus simple de la marque Harcourt. Et ces cabines ont eu un très grand succès et sont allées au-delà de ce qui était pour nous une communication essentiellement événementielle et pour devenir effectivement quelque chose de très apprécié par le public. Et en cela, les médias nous ont beaucoup aidés à promouvoir cette cabine studio. Dernière question, après je lâche le micro, mais sur aussi la possibilité, quelle est la possibilité que vous offrez au modèle photographié d'intervenir dans la mise en scène de son image? Alors cette possibilité, elle est totale, hein. C'est-à-dire que nous avons des clients qui viennent avec les photos de leur grand-père, grand-mère ou parents et qui nous demandent de faire une photo avec la même pose pour qu'on voit bien le lien familial. On a des personnes qui viennent avec des portraits découpés dans la presse ou des œuvres d'art et qui nous demandent de nous inspirer de ça. Je crois d'ailleurs qu'il y en avait une qui est apparue. Vous avez vu 2 particuliers qui sont venus, un homme et une femme en couple, et qui nous ont demandé le baiser de Rodin. J'ai trouvé ça très créatif, c'est pour ça qu'on l'a mis sur
sur ce diaporama. Donc le particulier peut demander ce qu'il veut, enfin, limite du possible, et sinon, et d'ailleurs, c'est ainsi que nous procédons très souvent lorsqu'on a un grand comédien ou lorsqu'on a un grand acteur. On le laisse se poser, on le laisse faire pendant quelques minutes avant que le photographe devienne plus directif et fasse sa propre photo. Et c'est de ce mélange de styles qu'on espère émerge la photo exceptionnelle. J'ai imposé aux photographes d'avoir dans chaque portrait, y compris et surtout de particuliers, au moins 2 photos, minimum 2 photos exceptionnelles. Les autres sont effectivement de nature toujours très bonne parce que ce sont des professionnels, que techniquement il n'y a rien à redire, mais ce minimum de 2 photos doit être du même niveau que les photos d'acteurs qui sont publiées, etc. Donc on a une exigence qui peut être réalisée à partir du désir du client, mais également à partir de notre propre construction si son désir est défaillant. Merci beaucoup Francis Dagnan. J'aurais énormément de questions à vous poser parce qu'on s'en est entretenu off. Il y a énormément de choses en commun entre vous et les chirurgiens plasticiens. Et je ne dis pas qu'un jour je n'organiserai pas quelque chose autour de cette thématique centrée. Merci. Lorsque on préparait ce colloque, mon fils Baptiste, qui m'a aidé, je vous l'ai dit, sur tout l'aspect technique, m'a dit « Mais tu n'as aucune bonne photo des mousquetaires du Club Villandry. Alors, il y en a une, mais elle n'est pas très bonne, Michel. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller se donner rendez-vous au studio Harcourt et faire une photo des mousquetaires du Club Villandry avec, pas le H, mais la signature Harcourt. Nous rajeunissons nos modèles et ça fait moins mal que la chirurgie esthétique. Merci.